Je suis Madame Ramial, la coordinatrice d'N-Angel. N-Angel, c'est une plateforme innovatrice qui réunit tous les acteurs dans le social et environnemental et qui aide à la réussite des projets grâce à la promotion des bonnes actions. La plateforme réunit les ONG, les volontaires, les donateurs et les sponsors. Merci de visiter notre site www.nngel.mu ou notre page Facebook. En nous donnant votre support ainsi qu'aux ONG, vous contribuez pour une île Maurice meilleure. Avec l'arrivée de la pandémie du coronavirus, les activités des ONG sont devenues plus difficiles et c'est très dur pour eux de commémorer la Journée internationale du sida comme il se doit. Le sida, une maladie mortelle qui peut seulement être contrôlée par la prévention. Je vous demande, chers participants, d'applaudir ces NGO et les professionnels ici présents pour la lutte qu'ils mènent quotidiennement pour combattre cette maladie. Nous avons pensé à ce webinaire pour que nos intervenants peuvent participer avec leurs expériences et en cette journée mondiale du sida. Ça va, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend très bien. Merci de nous avoir invités. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous la coordinatrice du National Aid, la doctoresse MD Sejeda. Docteur, bonjour. Est-ce que le docteur nous a rejoint là? Pas encore? Ben, c'est pas grave. Elle va nous rejoindre nécessairement. On a notre psychologue, Monsieur Vijay Ramanjulu. Est-ce que Monsieur Ramanjulu est là? Toujours pas? Est-ce que je peux juste vous proposer quelque chose? Peut-être juste les appeler parce que c'était pas clair par rapport au qu'il fallait en tant que participant s'enregistrer sur le même lien. Donc, je ne sais pas si ça a été. Je pense que peut-être il faudrait juste vérifier s'ils se sont enregistrés. Vijay est là. Vijay est là. Ah ouais. Elles sont là. Salut Nico. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Donc, je continue. Oui. Très bien. Merci. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous la coordinatrice de National Aid, la doctoresse, Madame Sajeda. Donc, si Madame est là, elle peut nous dire un petit bonjour. Si pas encore, je vais la contacter. Et sinon, notre psychologue, Monsieur Vijay Ramanjulu, si vous êtes là, bonjour. Bonjour madame, bonjour tout le monde. Merci d'être venu, Monsieur Ramanjulu. Bonjour Vijay. Bonjour Annette, bonjour Brigitte, bonjour Nicolas, bonjour Docteur Sajeda. Et il y a aussi la directrice de l'ONGL, Madame Brigitte Michel. Bonjour Madame. Bonjour Navini, bonjour tout le monde. Merci. Salut Nicolas, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Donc, merci pour l'invitation Navini, c'est un plaisir. Merci Madame d'être venue, merci. Et la directrice exécutive de l'ONG PILS, Madame Annette Tribobon. Bonjour Madame, enchantée de faire votre connaissance. Bonjour ravie de vous faire votre connaissance et bonjour à tous les participants. Bonjour. Merci. Et on a aussi le directeur de l'ONG CUT, Collective Urgence Occident, Monsieur Satyam Issa. Bonjour, Monsieur Satyam. Bonjour. Donc, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Merci. Et Monsieur Satyam va être notre modérateur pendant le webinaire. Donc, chers participants, veuillez noter que cette session sera enregistrée. Merci de vous mettre sur mute pour éviter les interférences. Et n'hésitez pas à utiliser le chat pour vos questions. Monsieur Issa, je vous laisse la parole de présenter plus amplement les personnes autour de la table. Merci. Et
Un petit coucou à Monsieur Nicolas. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir que vous nous avez rejoints. Et Esprit de Stop est aussi représenté. Ah, très bien. Toutes les équipes qui sont là, les ONG qui nous ont répondu présents. Donc, du fond du cœur, je vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Et je laisse la parole à Monsieur Issa. Merci, Navini. Donc, rebonjour tout le monde. Moi, c'est Satya Missa, directeur de l'association Collectif Urgence Toxida. Donc, Collectif Urgence Toxida, il y a une association communautaire et que nous travaillons principalement dans la réduction des risques. La réduction des risques, c'est vraiment auprès des bonnes personnes qui prennent la drogue. C'est pour arrêter la propagation de maladies telles que VIH, hépatite et même syphilis. Donc, pour l'instant, nous avons un travail terrain qui nous peut faire programmer échange de seringues, nous peut faire un dépistage gratuit d'hépatite, VIH et syphilis. Et aussi, nous avons une partie recherche, comment une population clé, quand on cause population clé, c'est une population qui a risque à VIH, comment c'est impacté pendant l'époque COVID et comment ça peut impacter cette qualité de la vie. Donc, c'est un peu une activité qui nous est actuellement peut-être. Et effectivement, comme on a venu dire, COVID vraiment une fausse nous, tout le monde qui est présent ici aujourd'hui, même Pils, même elle, Cut, nous tous, nous sommes ensemble et que nous tous, nous besoin redéfinir une action qui nous est là au terrain. Parce que, justement, quand il y a un lockdown, nous sommes capables d'aller au terrain, nous sommes des WAP et ça a impacté beaucoup de bénéficiaires qui n'ont pas de service. Mais un grand bravo à une ONG qui fait tout pour nous cas présent au terrain, vous connaissez l'équipe L, l'équipe Pils, l'équipe Cut, qui justement nous galopent pour nous gagner une WAP et nous réussissons à l'au terrain, continuer notre travail, mais nous connaissons l'impact. L'impact là, nous pas encore trouvé parce que justement, nous gagnons beaucoup de remontées terrain qui ban une défense ban galon et servi ban seringue ça. Donc, c'est beaucoup de risques qui ban prend pendant sa période Covid là parce qu'il nous pas tiré si pour faire ban service. Donc, l'important aujourd'hui qui nous tenons là autour de ça webinaire là, que nous avons discuté un coup, qui ban l'impact, qui ban le problème nous gagner, qui ban une solution qui nous peut proposer. Donc, sans plus tarder, vraiment pour moi, me trouver bien intéressant, nous avons Dr. Saïd Judaka avec nous là, qui est les représentants National AIDS Secretariat et aussi sur le Country Coordinating Mechanism de Maurice. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Dr. Saïd Judaka qui peut faire une présentation pour nous, le HIV Treatment Obstacle with the COVID-19 Pandemic. Donc, Dr. Saïd Judaka. Un petit souci, je crois que Dr. Saïd Judaka n'a pas encore arrivé. Si, Oui, c'est ça. Moi, essayez de contacter Lien, tu peux. Mais juste pour ne pas tarder, donc ce qu'il nous fait, nous sommes capables d'enchaîner notre présentation directement. Nous, ensuite, c'est Mme Annette Triboben, directrice de l'association PILS, qui propose un peu l'eau and Inequalities and AIDS. C'est thème où elle est dédiée l'année là. Donc, sans plus tarder, je me laisse la parole à Annette Triboben. Bonjour tout le monde, merci de participer dans cette webinaire et aussi merci beaucoup de nous donner l'occasion de parler et participer dans cette session. Alors, quel est aujourd'hui le lien entre les inégalités et les... écoutez, j'ai juste un mot de Dr. Sujada, elle est pas en train de pouvoir accéder. Elle dit que elle n'est pas en train de cliquer sur le deuxième lien et ça demande un password. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut l'appeler pour lui parler du système. OK, pas de problème. Je l'aide là. OK. Bon. OK. 2 secondes, je vais juste la texter. Je la texte juste un coup. Merci. OK. Alors, aujourd'hui, donc, quel est le lien vraiment entre les inégalités et le VIH? Donc, c'est ça le but, c'est vraiment d'explorer ça un peu plus aujourd'hui. Parce que on peut se poser la question, mais qu'est-ce que les inégalités à faire par rapport au VIH, en fait? Parce qu'aujourd'hui, si on se dit bien, tous les traitements aujourd'hui existent à Maurice et l'accès au traitement est gratuit, en fait, si on le voit de façon structurelle au niveau de la société.
Alors aujourd'hui, on a quand même plusieurs problématiques qui aujourd'hui, malgré que le système de santé est gratuit à tout le monde, on a quand même plusieurs facteurs au niveau de la lutte qui en fait empêchent et qui rendent les choses difficiles pour accéder aux services de santé. Et c'est vraiment là-dessus où il y a toute la problématique auquel nous, les ONG, font face, et aussi, bien sûr, par rapport au ministère. Donc, le plus gros challenge, par exemple, si on s'isole et on regarde juste la lutte au niveau de du VIH, alors le VIH passe par différentes étapes. Donc, il y a déjà le dépistage. Une fois qu'une personne a été dépistée, il y a une initiation au traitement. Ensuite, une fois qu'une personne est initiée au traitement, il y a l'adhérence au traitement. Parce que pour pouvoir vraiment réduire la transmission du VIH est-ce que tout le monde peut mute leur micro? Ah, voilà. Alors, une fois qu'une personne adhère au traitement, donc l'objectif, c'est vraiment que la personne reste sur le traitement et que le traitement soit bien contrôlé de façon à ce que la charge virale du VIH soit zéro. Et c'est ça, au fait, c'est à ce stade-là que ça empêche la transmission du VIH. Donc, dans un optique de santé publique, c'est vraiment ça l'objectif. Et il faut se dire qu'au niveau de la lutte de VIH aujourd'hui à Maurice, que ça soit par rapport aux ONG et que ça soit par rapport au ministère de la Santé, c'est ça notre objectif commun. Donc, au fait, alors aujourd'hui, malgré, on a vu qu'est-ce qu'il faut faire, on a le service de santé gratuit. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous avons du mal à dépister et faire les gens initier et rester au traitement? Au fait, il y a plusieurs facteurs et c'est là où il y a c'est là où il y a le pont par rapport aux inégalités. Et aujourd'hui, un des plus gros facteurs qui empêche pas seulement l'adhérence au traitement, mais aussi le dépistage en lui-même, c'est la stigmatisation. Maintenant, parfois, on utilise la stigmatisation et je pense parfois on oublie un peu qu'est-ce que c'est. Donc, si vous permettez, je voudrais aussi utiliser le mot jugement, en fait. Parce que le jugement, je pense qu'on peut se ressentir, chacun d'entre nous, on connaît très bien qu'est-ce qui est ce sentiment d'être jugé pour une raison ou une autre. Et aussi, je pense que chacun d'entre nous ici présents peuvent aussi ressentir, si jamais on se sent jugé, au fait, on a du mal à aller de l'avant. On a du mal à aller de l'avant vers quelque chose, même si on sait que c'est pour notre bien. Mais s'il n'y a pas cette, et je pense que Vijay va en parler aussi, s'il n'y a pas cette sécurité psychologique pour une personne, c'est très difficile pour la personne de faire confiance et aller de l'avant dans la démarche de dépistage et par rapport à tout le circuit de traitement, si vous voulez. Et je pense que c'est là où on voit l'importance comme Satya m'avait dit, l'unification et la collaboration entre les différentes ONG engagées dans la lutte, mais aussi que cette collaboration entre les ONG soit vraiment étendue avec le ministère de la Santé, parce que pas seulement le ministère de la Santé, parce que bien sûr, il y a d'autres axes qui tournent autour des besoins de nos populations, mais qu'il y a vraiment cette collaboration au niveau national vers l'objectif commun pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors, au niveau des inégalités, où est-ce comment est-ce qu'on associe donc fortement ce jugement, cette stigmatisation avec les inégalités, c'est qu'aujourd'hui, le VIH touche en majorité partie aujourd'hui encore des populations ou des personnes qui sont déjà dans un état de vulnérabilité.
aujourd'hui, avec l'arrivée du Covid, ben, au fait, on se trouve dans une situation pour vraiment où ces populations, cette vulnérabilité n'a fait que s'accentuer par rapport à l'arrivée du Covid. Donc, ça crée, si vous voulez, encore ça isole beaucoup de personnes, des personnes davantage par rapport à cet accès aux soins. Et donc, c'est pour une de ces raisons-là que même aujourd'hui, même si on n'est pas en lockdown, ben, avec les risques de Covid dehors dans notre société, ben, au fait, notre rôle, autant que possible pour les personnes qui n'arrivent pas à se déplacer pour bien suivre le traitement, ben, au fait, on fait en sorte que les traitements, on les dépose chez eux et il y a un appui. Bien sûr, psychologique et soutien moral autour dans ce processus-là. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Peut-être il y a d'autres choses qui se présentent après. Donc, si jamais il y a des questions, je ne sais pas s'il faut prendre des questions aujourd'hui, enfin tout de suite ou après. Donc, je suis ouverte à toute proposition. Effectivement, Annette, si on a des questions. Et comme Annette nous dit, nous, collaboration entre l'ONG et le ministère pendant sa période COVID-là, elle nous a fait extrêmement important parce que justement, nous pouvons faire face à un virus qui ne pas connaît qui direction du aller, ne pas connaît que ça nous peut bouger. Surtout dans la lutte VIH, c'est important qu'ils nous mettent bonnes ressources ensemble, surtout nous, l'ONG, et ensemble avec le gouvernement, le ministère de la Santé, pour nous capables de tacler le problème qui nous peut gagner. Donc, si nous avons une question parmi l'audience, non, on peut aussi attendre tous les participants. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a un débat qui se lance. C'est ça que j'allais dire. C'est préférable qu'on prenne les questions quand on termine. À ce moment-là, les autres aussi ont suffisamment de temps pour pouvoir expliquer. Merci. Exactement. Donc, nous enchaînons avec nos deuxième personne qui peut causer. Nous parlons, n'est-ce pas, Dr. Saïdjouda, il réussit à arriver? Me pensez, oui, docteur est là, hein? Docteur Saïdjouda? Elle vient de nous joindre. Ben, OK. On passe la parole jusqu'à ce qu'elle soit là. Donc, prochaine personne, c'est M. Vijay Ramanjulu. Donc, M. Vijay, il est psychologue et psychiatre, désolé. Et il peut causer un peu par rapport à l'aspect psychologique, psychiatrique par rapport au COVID et VIH aujourd'hui. Allô, bonjour Satyam, bonjour tout le monde. Donc, petite précision, je ne suis pas psychiatre, enfin, je suis psychologue. Donc, désolé. Psychologue clinicien. Donc, le psychiatre, c'est un médecin, pas un médecin. Donc, je suis un psychologue. Donc, par rapport à COVID et VIH, donc, mon corps, il est important de faire souligner que j'ai un peu le sentiment que ce n'est pas de l'inconnu vraiment. Donc, moi, situation COVID, ça rappelle moi beaucoup de mon début dans la lutte contre le VIH il y a près de 20 ans de cela. Donc, nous trouvons un petit peu même éléments, même pattern, comment dire, au début, c'est un peu l'inconnu, nous pas trop connaître que nous y aller. Et après, tigui, nous trouvons une bonne affaire scientifique qui peut tomber. Donc, m'en profiter pour rappeler que en ce moment, beaucoup de monde angoissé, beaucoup de monde paniqué, on a le sentiment qu'il y a un tunnel sans fin. À chaque fois, on a le sentiment que nous devons progresser, mais nous avons l'impression que nous devons retourner à l'arrière. Moi, j'ai envie de rappeler, puisque c'est le 1er décembre, qu'il ne faut pas oublier que une thérapeutique efficace contre le VIH, une vie 15 ans après. On a pris 3 ans pour découvrir le VIH. Et toujours pas de vaccin, plus de 30 ans après, alors que par rapport au COVID, en l'espace de 18 mois, nous n'avons pas gagné 2 ans, un vaccin finit de tomber, nous trouvons un antiviral qui commence à tomber. D'ailleurs, il y en a une qui bien frappe moi, il n'est pas encore commercialisé, qui s'appelle Paxlovid.
Peut-être, je ne connais pas le docteur Sajoda, Pouko Zola, Thaler, mais ce qui est intéressant, c'est que le COVID, je trouve ce composant est un ritonavir. Et ritonavir, il est un des composants du Calitra qui beaucoup de bandes bénéficiaires au VIH prend donc dans un monde entier rétroviraux. Donc, me dire ça avec beaucoup de précautions, mais moi, j'ai un peu le sentiment que la réponse par rapport au COVID va se trouver dans le VIH. C'est pas vraiment de l'inconnu, hein. Il ne faut pas oublier que SARS coronavirus 2, c'est un virus à ARN, pareil comme le VIH. Donc, il y a de l'espoir dans l'air. Un scientifique qui travaille depuis longtemps par rapport à un virus à ARN. Donc, moi, mon reste positif m'a convaincu qu'on va s'en sortir et que le VIH peut être nous grandement dedans. Maintenant, par rapport à la situation du COVID depuis 18 mois de cela, nous trouvons que malheureusement, ça fait un impact au niveau de nos bénéficiaires en termes de précarité. Il y a beaucoup de bénéficiaires qui sont plus fragiles au niveau social. Économiquement, on se retrouve dans une situation beaucoup plus compliquée. Et quand tu fais un petit travail, tu fais battre. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus compliqué pour un petit travail. Donc, la situation sociale est plus fragilisée. Moi, on a aussi le sentiment que au niveau de la prévention en situation Covid, avec une restriction sanitaire qui finit en place, avec un confinement, 2 confinements qui nous finissent gagner, avec diminution du nombre de rassemblements, ça finit un impact au niveau de la prévention. D'ailleurs, moi, j'ai été les Nations Unies peut dire qui nous finit une diminution de 11% au niveau de la prévention par rapport au VIH au niveau mondial. Même COVID finalement un impact au niveau de la dépistage qui au niveau mondial fléchit de 22%. Et chez nous aussi, chez PLS, nous fait sentir un peu les effets. On va finir un petit peu plus tôt avec l'effet confinement, avec l'effet de restrictions sanitaires. Ça finalement une diminution en termes de prévention et en termes de dépistage. Voilà un petit peu ces termes. Mon observation dans un premier temps par rapport à la situation du COVID et du VIH. Merci, M. Vijay. Et effectivement, un grand merci à vous qui peut donner nous beaucoup de perspectives par rapport à COVID, VIH. Et un truc qui nous remarqué pendant la période COVID, c'était qu'il y a beaucoup de psychologiques, surtout au niveau de la santé mentale aussi. Donc, il y a Vijay, les autres psychologues qui sont là, qui nous guident nous, parce que nous aussi, en tant que travailleurs sociaux, nous trouvons qu'ils ne pas forcément fit. Nous, si arrivons là, nous commençons à trouver qu'il nous peut faire un burn-out, surtout avec COVID, restrictions, et un sentiment de, comme si nous ne sommes pas capables de faire ce qu'ils ont envie, comme on a pu faire une action au terrain. Et nous avons beaucoup de psychologues qui sont là, qui nous channelent nous, qui donnent nous un courage, comment nous continuer nos actions. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous là, nous vraiment remercier Platform Angel, surtout qui nous donne nous à l'occasion là pour voice out, expliquer qui nous passait pendant sa période COVID là, qui peut le passer, qui va une solution nous peut atteindre, qui va nous affaires qui nous peut faire et tout. Donc, sans plus tarder, maintenant, je passe la parole à Mme Brigitte Michel, qui propose l'impact COVID et stigmatisation, discrimination contre les gens qui peuvent vivre avec VIH. Donc, Mme Brigitte Michel, directrice ONG Elle, et me passe la parole, Brigitte. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation-là, sa plateforme-là. Au fait, moi, j'ai envie que par rapport à l'expérience pendant COVID, depuis 2020 jusqu'à maintenant, ce qui nous trouvait, c'est que COVID et VIH, comme Vijay fait dire, il très ressemblé dans le sens qu'au départ, quand tu commences à avoir un cas COVID, tu peux réclamer un nom, l'adresse, que tu là rester. Si pas de voisin ça, ou si pas de famille ça, parce que justement, il y a un genre de discrimination et de stigmatisation là, ça va dire qui peut gagner COVID là. Donc, c'est très pour nous qui dans la lutte du VIH, nous trouvons ça très ressemblant
parce que c'était tout le temps des gens VIH. Des gens qui ont VIH, c'était toujours des gens qui consomment la drogue, c'était tout le temps des gens qui ont une relation sexuelle avec des hommes, des transgenres, des travailleurs du sexe, qui étaient stigmatisés. Et là, c'était un autre genre de stigmatisation. Alors que le VIH est attrapé par les autres modes de transmission. Donc, nous sommes un peu choqués par sa réclamation de la population qui demandait est-ce que nous sommes capables de connaître que ça du monde qui gagne COVID là resté. Et nous sommes très remontés par ça. Et il y a même un journaliste qui rejoint nous, qui vient interviewer nous pour demander nous qui nous pensons là. Par rapport au travail qu'il nous fait, nous visons revoir tout de A à Z, afin que nous continuions à travailler avec nos bénéficiaires en sachant que nos bénéficiaires qui ont VIH, c'est des gens qui parfois ont un système immunitaire très bas et qui sont pas forcément capables de faire face au COVID. Donc, ce que nous faisons pendant tout ça, les temps-là, c'est nous qui nous récupérons ben antirétroviraux, c'est nous qui allons faire des démarches pour qu'ils gagnent quand même food packs, parce que pendant le COVID, des gens ne sont pas capables de travailler. Peine travail même pour eux, c'est des gens qui travaillent le matin et qui mangent tantôt. Donc, la pauvreté, que ça va a augmenté drastiquement et nous ne sommes pas capables de faire rien de, nous ne sommes pas capables, comment dire, les autres tomber. Et c'est pour ça que nous avons un food pack, nous avons un budget pour un food pack, nous avons un budget pour qu'ils nous gagnent un protective equipment, un masque. Tout ça là pour des gens qui séropositifs, c'est nous qui nous déposé, c'est nous qui avons cette prescription, c'est nous qui nous rentrons en contact avec la HUNIT pour qu'ils, comment dire, soient capables de continuer ce traitement et qu'ils soient capables de continuer à vivre correctement. Moi, j'ai envie de dire que nous sommes très remontés au départ par rapport à ce qui peut passer dans le pays. Au fait, par rapport à des gens qui ont méthadone, par exemple, tu as un communiqué qui peut sortir, qui peut dire que tout le monde vient rester la case, tout le monde vient protéger. Sauf les gens qui ont méthadone, ils vient sortir depuis dans la case, malgré contraintes de transport, pénal transport, n'importe que vous restez, vous pénal transport, vous pénal moyen de transport, vous besoin descendre, sortir dans la case, mettre votre famille en risque, mettre d'autres même en risque pour qu'ils aient le traitement de la méthadone. Alors que la méthadone, d'après l'OMS, c'est un médicament de substitution et légal. Donc, il y en a beaucoup barrières. Et barrières avec la police pour qu'ils aient réussi gaz de méthadone. Et c'est nous, ONG, qui disons là intervenir auprès du ministère de la Santé pour qu'ils aient réussi accès à ce traitement. Parce qu'il y a des gens qui en manquent, c'est des gens qui sont malades. Donc, communication, tout ça là, est vraiment coupé, etc. Et nous connaissons que sans communication, si les gens n'ont pas de communication exacte, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire pendant un lockdown ou bien pendant le COVID, je ne suis pas capable, je ne suis pas pour connaître ce qu'ils doivent faire. Il y a aussi un manque vraiment de matériel pour ça, des gens qui a leur site méthadone. Je ne sais pas si tu connais, c'est pas ce bizarre. Distancing, tout ça là, je disais nettoyer la main, je disais mettre le masque correctement. Donc, c'est une ONG comme APIS, comme elle, comme Enquête, qui mettent de l'avant une posteuse, un équipement pour qu'ils savent dire cave protéger. Et ça, c'est un genre de discrimination. Ça veut dire que ça va dire là, parce que c'est un usager de drogue qui peut bizarre prendre méthadone, donc je n'ai pas besoin de protection. Et ça, nous trouvons ça vraiment inacceptable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, me dire que COVID et VIH,
li vraiment ressembler et peut-être lui donne nous une leçon aussi par rapport à stigma et discrimination contre les gens qui sont séropositifs, contre la population clé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde affecté, pratiquement tout le monde est affecté par le COVID. COVID n'est pas de figure, pareil comme le VIH n'est pas de figure. N'importe qui est capable de gagner aujourd'hui ou demain. Donc, peut-être que c'est une leçon qui nous apprend depuis COVID. Et peut-être que, je ne vais pas dire que COVID est une bonne affaire, mais me dire que peut-être grâce à COVID, il y a moins de discrimination, moins de stigmatisation contre la population clé dans le monde. Parce que tout le monde peut être affecté et peut être infecté aussi par la pandémie. Et tout le monde peut besoin prendre précaution. Donc, moi c'est vraiment, ce que moi, me pensais, c'est que besoin arrête stigmatise les gens qui est porteur du VIH et arrête ces histoires qui parce qu'il est relié, il est très souvent relié avec le sexe, avec la drogue, avec la mort. Donc, très souvent, ça va dire les autres jeter. Donc, une autre affaire qui tu veux faire aussi, me penser, c'est inclure les gens qui ont VIH, inclure les autres dans toutes les décisions qu'ils nous prennent pour eux. Et ça, très souvent, nous trouvons même des gens qui devant et nous pas réussir à gagner les autres gens, les nouveaux gens pour entrer, pour être inclus dans un programme qui nous met en place pour eux. C'est un petit peu ça que j'ai envie de dire. Et donc, voilà. Merci, il me donne l'occasion pour exprimer moi aujourd'hui. Merci à toi, Brigitte, qui fait nous une hypothèse sur stigmatisation et discrimination. C'est sûr, mais comment te dire, un point qui te dit qui est vraiment un petit peu pertinent, COVID montre nous aussi, même nous connaissons COVID peut impacter la communauté en général, la société en général, mais ce bon côté aussi, nous trouvons une collaboration entre nos ONG, nous trouvons une barrière qui nous donne nous l'argent pour nous caser des masques, nous avons des donations en masse, nous avons des donations sanitizer, nous avons à travers COVID solidarité qui fait, si je ne me pas trompé, nous avons food packs pour nous de nous bénéficiaires et nous remercions nous bailler aussi et même NCF aussi qui accommode nous de nous beaucoup de affaires pour nous capables de continuer à action au terrain. Sans ça, nous pouvons exposer nos virus. D'ailleurs, beaucoup d'activistes, nous travailleurs de terrain qui même nous connaissent nous au terrain, nous pensons à rester là qu'il y a un VIH, sorry, il y a un COVID et là, mais nous revenons plus fort et nous pouvons toujours continuer en action. Et maintenant, sans plus tarder, je me laisse la parole à Dr. Saïdjeda. Si Dr. Saïdjeda est présent et si ceci technique est réglé, Dr. Saïdjeda pour cause le traitement VIH et un obstacle qu'il gagné pendant COVID-19. Dr. Saïdjeda? Allô, je viens de lui parler au téléphone. Elle a toujours du mal à s'enregistrer. Ce que je vais faire, je vais juste lui envoyer le lien que moi j'ai utilisé et elle essaye de se connecter. D'accord? Merci, Annette. Entre-temps, si nous avons des questions parmi les participants, most welcome, nous sommes capables de répondre à une question là. Moi, c'est la secrétaire administrative, je suis Marie-Christine Hullet, secrétaire administrative de Pédostop. Et j'aimerais intervenir au sujet des enfants, parce que nous militons contre les abus sexuels sur les enfants. Est-ce que vous avez un conseil ou par rapport, parce que vous savez, quand les enfants sont agressés sexuellement, donc ça comporte des risques que vous pouvez imaginer. Comment est-ce qu'on peut les
les protéger, comment est-ce qu'on peut… Peut-être Vijay ou bien Vijay. Yes. Hey, si peut-être tu prends sa question là. Merci pour votre question, madame. Donc, comment protéger les enfants? Donc, je crois que il y a plusieurs paramètres à prendre en considération et nous pourrons des éléments qu'il faut faire pour protéger les enfants qui sont agressés sexuellement. C'est à commencer par dénoncer. Dénoncer, c'est une forme de protection parce que si c'est… Vous êtes là, c'est bon? Allô? Oui, Oui. oui. Donc, On t'entend, Vijay? oui, je peux dire que protéger les enfants, il englobe beaucoup d'affaires et une des premières façons qu'il est capable de protéger les enfants, c'est commencer par dénoncer parce qu'il ne faut pas oublier si c'est ce que la loi nous dit. Et puis, nous bien référer à ma institution concernée pour assurer sa protection et pour assurer son accompagnement. Si je peux intervenir aussi, Vijay, je envie de dire que, pareil, comment la population clé peut inclure dans un programme, dans une décision qui concerne eux, les enfants aussi dans Maurice, ils n'ont aucun droit de parole, comme si ils n'ont aucune plateforme qui sont capables de joindre, pour qu'ils soient capables de causer, ils sont capables de prendre une décision pour eux. Parce qu'ils eux aussi, ils connaissent qu'ils sont capables de faire pour eux. Et sa qualité plateforme-là dans Maurice pas existé. Donc, peut-être tu besoin comment pour inclure les enfants dans une plateforme, dans un meeting qui concerne eux, et eux capables aussi de l'avant avec une décision. Pena ça dans Maurice, pena inclure les enfants dans sa plateforme. Mais Brigitte, mais Satyam, Oui. Permets-moi de redemander à la dame par rapport à cette question, est-ce que quand on peut dire agression sexuelle, est-ce que vous faites référence au VIH? Oui, parce que quand quelqu'un est agressé sexuellement, la personne risque de contracter la maladie, donc le virus, un enfant, quand il est agressé sexuellement. C'est vrai que Pédostop, on fait des campagnes d'information, on fait des sessions de sensibilisation aux parents, on va partout dans l'île, on forme les policiers, les avocats et tout. Mais j'aimerais là, par rapport à cette plateforme, savoir un petit peu plus comment on peut les protéger, comment on peut, vous comprenez, par rapport à ce virus. Je pense vraiment qu'il faudrait sensibiliser les enfants afin qu'ils puissent venir de l'avant par rapport à leur problème d'abus, que ce soit à la maison, que ce soit ailleurs, et qu'ils puissent venir très vite vers quelqu'un en qui ils aient confiance. Et à ce moment-là, ils peuvent être dépistés très vite. Ils peuvent être dépistés très vite et être traités très vite. Plus ils tardent, plus ils ont la possibilité d'attraper des maladies comme la syphilis, comme le VIH, comme d'autres maladies transmissibles. D'accord. Yes, merci Brigitte. Probablement Annette, il y a quelque chose à rajouter dedans. Oui, et je voudrais juste aussi, je pense que, comme Vijay a dit, par rapport au référencement à des services adéquats, je pense que ça aurait été important aussi que tous les services de touchpoint avec les enfants en question doivent être vraiment extrêmement bien formés. Et comme Brigitte, et je pense que ça c'est déjà un volet, et comme Brigitte, elle dit aussi, ce qui est vraiment fondamental, c'est qu'il y a ce renforcement de capacité auprès des enfants. Je ne sais pas ce que Vijay en pense, mais que
qu'il y a un vrai renforcement de capacité des enfants, justement, pour que psychologiquement, ils se sentent capables de justement de venir de l'avant pour la dénonciation, comme a dit Vijay. D'accord. Merci, Annette. Et nous avons Dr. Sajida qui rejoint nous là, mais me trouve dans un qui lève la main. Nous avons un dernier intervenant. Après, nous écoutons Dr. Sajida. Merci, Annette et Popo. Bonjour tout le monde. Ce qui me comprend par rapport à la demande de la dame, il y a des affaires qui moi, me réfléchissent un coup. Donc, il y a une cause avant. Donc, avant, c'est surtout pour mettre une plateforme en place pour les enfants. Mais après, s'il est arrivé malheureusement un cas d'attouchement, viol, comme ça Madame l'a dit, et pas oublier aussi, il y a la PEP qui est un traitement d'urgence que 10 personnes qui ont fait un été spinal là pour les sous. Un jour qui n'a mené plus vite à l'hôpital pour prendre la PEP et pour réduire le risque qu'ils enfants là, s'ils amènent un contact et pour réduire ce risque qui s'avère multiplier sur les cours. Donc, il est important aussi pour nous mettre de l'avant un traitement qui est là pour prothèse non seulement les enfants, mais tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Une question, s'il vous plaît, Popo. Est-ce que pour un enfant, il y a quand même un protocole qui vise à suivre? Il y a un protocole avec Child Development Unit. Tu faisais passeport, ça va comment dire ça, ça va un protocole là avant qu'il t'arrive à l'hôpital. Peut-être ça aussi, vous êtes capable de revoir. Vous êtes capable de revoir, ça va un protocole là pour que l'enfant puisse recevoir la PEP as soon as possible, as soon as qu'il déclare ce abus, il dénonce ce abus. Si attend trop tard, après 72 heures, ben, pas trop capable de faire non par rapport au VIH en tout cas. Veuillez m'expliquer, est-ce que vous pourriez épeler le mot, s'il vous plaît, le traitement, le épeler, Le PEP, c'est le post-exposure prophylaxis. Pardon? J'ai écrit ça dans le chat là. D'accord. Donc, madame, merci de soulever ça et je crois que ce que vous pouvez dire, rappelle-nous de l'importance du travail en réseau parce qu'il ne faudrait pas oublier que généralement, malheureusement c'est le cas, quand les enfants subissent une agression sexuelle, le risque est là qu'ils restent très longtemps silencieux. Et je crois que par rapport au PEP, comme un Popo fin causé, c'est un traitement d'urgence. Plus vite c'est fait, nous peut diminuer le risque par rapport au VIH. Et je crois qu'aux questions, ils viennent rappeler nous qui est Pédostop, EPILS, et le ministère et toutes les ONG, nous faisons travailler en réseau constamment ensemble pour qu'ils soient capables d'accompagner tout un chacun, y compris les enfants. Merci, M. Vijay. Et je trouve Annette ici, il lève la main, mais Annette? Oui, au fait, c'était juste Popo, merci d'avoir soulevé ça. Et je pense que dans le contexte de renforcement de capacité des stakeholders, justement, pour assurer l'accès au traitement, par exemple, comme le PEP, si jamais, en cas d'urgence, si c'est nécessaire, ben, c'est important, justement, à ce que les personnes qui prennent en charge dans les cas d'urgence ces enfants-là, soit justement ont la formation nécessaire pour tous les cas pour ces scénarios-là, pour qu'ils savent tout de suite quel est le référencement qu'il faut avoir et vers où est-ce qu'il faut aller. Merci Annette. Nous avons aussi une question au chat de Marie-Lou, mais nous prenons question l'an dernier. Nous avons Dr. Sajida qui est avec nous. Et Dr. Sajida, moi, je me disais que le traitement VIH, c'est un obstacle que nous gagnons pendant COVID-19. Donc, sans plus tarder, docteur. Bonjour tout le monde, sorry pour le retard, c'est dû à un problème technique. Pas de faire link.
Eh bien, puisque une conversation, tu peux déjà aller dans la direction pipi, mais capable de dire qu'au fait, un ministère il a un protocole pour une victime d'abus sexuels et un fast track qui pas nécessaire de target la police avant, de devine casualty, pas attendre docteur casualty fait les admettre direct dans la salle. C'est pour les enfants, hein, que c'est enfants surtout. Quand on admet dans la salle, et là, le médecin de la salle qui a guetté là-bas, et là, prend tout ce ban données, pas examiner, c'est-à-dire, mais prend tout ce ban de doléances, tout ça là, il a fait le nécessaire, et puis s'il besoin d'un traitement, commence le traitement, puis là-bas même. Juste pour partager qu'il y a une fast track qui se fait au niveau du casualty. Voilà. Une autre observation qui m'a trouvé, la plupart des victimes de viols deviennent bien en retard. C'est peut-être après des semaines, beaucoup de jours qui ne finissent pas passer, là qui les parents connaissent qu'ils ont des enfants victimes. Les malheureux et là, ils n'ont pas bien accès à PEP. Comment je connais PEP pour une personne qui dépasse 72 heures depuis l'exposure accidentelle au virus. Voilà, ça c'est un petit partage. Maintenant, pas de questions concernant. Vous pouvez pas votre guidelines là, envoyer, mais vous allez en hard copy si je tous les. Si jamais ça intéresse quelqu'un, OK? OK, voilà. Maintenant, COVID-19 a impacté nos programmes, ça je suis tout d'accord, globalement, plus ici au niveau national et bien sûr au niveau des personnes vivant avec le VIH, à tout niveau. Nous commençons par le commencement. Nous programme de prévention a commencé par le HIV testing and counseling. Il souffert beaucoup, surtout pendant le lockdown. Pas fin capable de faire test, que ce soit dans le outreach, dans la communauté, nous pas capable de faire test. Mais nous réussissons à faire un test, nous compenser quelque part, nous faire dans un health settings. Mais comme nous connaissons, l'épidémie est toujours concentrée dans la communauté, dans une population clé. Mais malheureusement, ça a impacté beaucoup dans une vision pour nous augmenter le nombre de tests dans la communauté parmi les populations clés, mais ça a souffert. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça veut dire quand nous testons moins de personnes dans la communauté, il est automatique qu'il y a une personne qui n'a pas de VIH, je peux continuer à quelque part transmettre l'infection à votre partenaire, à votre client, à votre proche, à votre bébé, si jamais vous êtes enceinte. Et ceci dit, il peut impacter direct dans surtout une madame enceinte qui pendant le lockdown pas fin comme statut VIH positif ou bien pas accès au traitement. Et logique qui quelque part il se peut, ça risque qu'ils pour infecter les autres bébés, il est beaucoup plus grandissante. Ben, ce qui est bien, c'est fin un élan de comment dire ça, élan de collaboration et il réussit à faire un maximum qu'ils sont capables, mais toujours énormément de personnes qui pas un récit touché par toute une action qui est une ONG, qui est un staff du ministère, il essayait pour diminuer l'impact négatif que COVID fait. Deuxième chose, c'est une personne qui est testée positive, qui ont une cause de statut, mais lockdown une vie, ça veut dire il se peut qu'ils n'ont pas une vie dans nos services à temps. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'attendre à la maison qui lockdown finit enlevé de la zone vient vers nous. Ça, c'est un autre impact. Un autre, l'effet qui finit là, c'est une personne qui connaît qu'ils ont VIH positif, ils peuvent vivre avec le VIH, mais ils n'ont pas réussi à disclose avec votre partenaire sexuel ou bien avec la famille. Ben, la peur que la famille peut demander qui fait à l'hôpital, avec qui compte rendez-vous, côte aller. Ça veut dire que je préfère rester cloîtré dans ce silence, je pas partage cette connaissance
vivent avec le VIH avec la famille, ça veut dire que je ne préfère à ce rendez-vous, je ne préfère pas gagner accès aux médicaments qui disposent avec la famille. Et non, encore un des patients qui je ne préfère quand je pour autre permission, quand il y a une zone rouge, là, il y a une zone, mais la police peut demander code de le traitement. Mais je peux bien montrer ce code de aller. Mais il y a une féline, une vie tranquille, je n'ai pas aucun issue. Ça, il y a une grande quantité de patients qui je dis je peux le rendez-vous, l'hôpital, je peux le rendez-vous, je clinique, je médicaments. Mais il y a surtout une madame qui pas nous les dispose, une des madames qui pas nous venir. Ceci dit, et dans puis éducateur, travailleur social de ONG, je ne prends médicaments, je collecte les médicaments, je donne aux patients, mais il y a certains patients qui, staff de la AIDS Unity, ils amènent les médicaments à la maison, mais il y en a qui pas nous les qui nous donnent des autres médicaments. Toujours c'est stigma, self-stigma qui fait une grande barrière. Et dernièrement, il y a une personne qui nous n'a aucun contact. Il y a un numéro dans le dossier, mais le numéro là, soit une autre personne qui peut répondre, soit un numéro là, il finit cancel, ou bien l'adresse là pas exacte. Ça veut dire une personne qui peut l'adresse exacte qui ne pas réussi joindre. Voilà. Et puis, initiation de personnes qui sont nouvellement infectées. Et vu qu'il est pendant COVID, je préfère attendre qui enlève le lockdown, là commence à initier le traitement. Je peux sentir plus confortable. OK? Et comme on nous rappelle, le premier lockdown, pas tenant ni de l'exchange programme, mais méthadone tenant, mais tenant des choses qui sont levées, surtout dans take-home dose. Ben, ça, c'est un impact négatif qui finit là. Et aussi, nous avons une campagne de sensibilisation affectée. Et un fait qui me trouve pas trop beaucoup de médias pas trop causés, c'est mental health. Nous avons patients, que ce soit nos patients, que ce soit des personnes qui sont enfermées, pas de sa mobilité là. Et finalement, l'effet dans notre mental health. OK? Mais pas trop que ça, et les plus grandissantes encore pour nous, les patients. Okay? Et puis aussi, et les patients pas une vie de service parce qu'ils ont peur pour sortir à cause COVID. La peur qu'ils ont déjà pu vivre avec une infection, qu'ils ont pu contrôler avec médicaments, mais COVID, il y a beaucoup de décès. Alors, je trouve COVID plus dangereux. Je préfère pas sortir, pas risquer. Attention qu'ils attrapent COVID à l'hôpital. Ça peut, là, si je hésiter. Voilà. Et concernant le vaccin, je suis capable de dire, il y a une grande exactement, je peux abandonner, mais je peux dire à peu près 50% de personnes qui font vaccin, mais ça, nous pouvons ramasser abandonner, nous encore collecter abandonner. Mais il y a ça vaccine hésitance là parmi les patients. Ben voilà, en gros, ce qui m'est capable de dire, que ce soit pour les adultes vivant avec le VIH et pour les enfants, ils sont un petit peu plus sérieux parce que les enfants là, ils dépendent de leurs parents. Okay? Si les parents ne peuvent pas mener à l'hôpital, ça c'est un autre drame. Mais les enfants là, ils sont responsabilités des parents. Ben seulement pour le deuxième lockdown, ça il passe beaucoup mieux. Ni de l'exchange programming continué, méthadone continué et nous, ban clinique qui ouvert. Ban patients in plus venus, un plus rassurés. Une chose positive qui est sortie pendant COVID-19, c'est une bonne partie de ban lost to follow-up in vient vers nous. Mais le souci, c'est que quand ban lost to follow-up avant qu'il vienne vers nous, une partie lost to follow-up, une partie de ban patient in vient lost to follow-up. Ça veut dire qu'il est toujours balancé. OK? Une partie rentrée, une partie sortie. Ben voilà, en gros, mais je suis capable de dire que COVID-19 a affecté toute catégorie de personnes, que ce soit vivant avec le VIH, que ce soit sans le VIH, mais nous tous, nous sommes affectés mentalement, moralement, et dans sa fatigue-là.
mais nous besoin manger, c'est que moi capable de dire. Ça, c'est un. Et deuxièmement, et dans la misère, vous autres. Et dans un patient qui SDF peut vivre avec le VIH, mais on peut prendre d'autres médicaments, d'autres choses virales indétectables, mais dans la misère. Et puis, d'autres bonnes personnes qui pensent que vous pouvez demander l'aide, c'est une atteinte à cette dignité. Mais ça, bonne personne-là, difficile, mais bien réussi à convaincre les autres qui, quand je demande un appel à l'aide, ce n'est pas une diminution de sa dignité. Vous comprenez que je demande secours. Ben voilà, en gros, et voilà ce que je suis là pour partager. Je pense que je partage tout ce qui me connaît à travers une bonne passion. Ben, est-ce qu'il y a une question ou bien quelque chose qui m'a oublié? Merci, docteur. Nous avons une question de Région One. Est-ce que vous avez trouvé comment il est difficile pour maintenir contact avec les bénéficiaires? Difficulté de communication en eux. Est-ce qu'ils ont pensé pour faire un plan d'urgence pour qu'ils soient mieux préparés à la situation? Vous pensez que je répondre en partie? Oui. Ben, vous pensez que ce n'est pas ces ONG qui nous trouvent difficile. C'est nous aussi, à la SUNIT, nous trouvons difficile et nous besoin mieux préparer. Nous besoin d'un plan de crisis, mais là-dedans, nous besoin d'une partie qui est dédiée à la responsabilité du patient. Si nous avons l'adresse exacte, OK? Mais nous besoin rassurer qui est confidentiel. Nous besoin une façon de travail qui la personne les rassurer, qui n'est pas pour une rupture de confidentialité ou bien, bon, pas comment je dire ça, dans le respect de tous ces droits qu'il est capable d'enjoy. Et nous pouvons faire un plan que nous pouvons capable de faire accès à un service. Et aussi, nous pouvons changer. Nous pouvons avoir un travail qui fait virtuel, OK, tout en sécurité. Nous garantissons cette sécurité, mais nous pouvons avoir accès à une pension. Mais dans une pension, si vous êtes aussi fait un effort, laisse-nous rester en contact avec nous. Merci, docteur. Je trouve Brigitte Michel qui lève la main. Ensuite, Annette. Et après, nous avons une question qui Marie-Lou a envoyée là, mais nous passons la parole à Brigitte et Annette. Après, nous venons l'autre question, Marie. Brigitte. Merci, docteur. Ou tu peux causer le SDF, sans domicile. Et pour moi, il est important que c'est mon opinion. Hein. Et je pense qu'il est important que le ministère de la Santé, la AIDS-UNIT, je réfère patient-là vers nous et nous essayons de ramener vers la raison. Parce que quand on cause dignité, oui, on est capable d'avoir dignité, mais si vous pouvez manger, ou pas prendre un médicament, forcément vous êtes malade et vous êtes capable de décéder. Donc, du coup, nous sommes capables de préparer ça psychologiquement, faire counseling en ligne, situation, et qui est là, nous sommes capables d'offrir une aide. Je pense que sa coordination qui est entre le ministère et la AIDS-UNIT et l'ONG, il est fortifié, il est renforcé parce que nous avons une collaboration, mais allons dire que c'était par manque de, comment dire ça, nous forcer pour gagner vraiment une relation, une coordination pendant le lockdown et qui sa coordination-là, l'utilisait officialisée et l'utilisait ville automatique, systématique. C'est-à-dire quand il y a un monde pour référer, un monde qui a un problème qui forcément ministère pas capable de régler, qui nous, en tant qu'ONG, alors qu'il nous avons plus, nous avons pas de terrain, nous avons un père éducateur, nous sommes capables d'essayer de convaincre du monde là pour prendre soin, pour prendre un service. Donc, moi, c'était
comment dire ça, une suggestion, une proposition pour que le système-là devienne meilleur. Merci. Au fait, ajoute à ce que Brigitte peut dire, et ce qui vous comprend, Brigitte peut dire les plus structurés. Et dans le flowchart, telles affaires, on va dire là-bas, pour telle chose, on va dire dans tel, les besoins officialisés qui structurés, vous pensez. Ben, nous besoin travailler là, Brigitte. Exactement, docteur. Merci. Oui. Je vais laisser Annette la parole, mais pour Annette, si envie de dire quelque chose. En fait, Comment ça te lève la main? j'ai l'impression qu'on est dans une réunion de NAS ici. Mais non, mais pourquoi ça te lève la main? Docteur Walcott, réaction au bas, vous trouvez qu'elle lève la main là-bas. Non, ok, allez, merci. Moi, c'est juste par rapport à ce que Dr. Sujada et Brigitte a dit. Je pense qu'on a vraiment toute l'opportunité avec l'arrivée du dernier grant d'urgence de Global Fund, C19RM, de justement retravailler sur ces process-là. Justement, c'est dans le cadre d'urgence, d'assistance d'urgence par rapport à la vulnérabilité autour du COVID. Et pas seulement pour nos populations clés par rapport au VIH, mais aussi étendu à d'autres populations vulnérables. Et je pense que justement, c'est vraiment l'opportunité unique que nous avons pour pouvoir discuter pour cette structure ou ce système de référencement au niveau national avec tous les stakeholders. Voilà. Merci, Annette. Justement, pour rajouter dans ce que Brigitte avec Dr. Sajida dit, au niveau de aussi, nous pouvons travailler au COVID Control Protocol. Et il y a un protocole qui est divisé en deux parties. Une partie pour un travailleur social, un travailleur qui est au terrain, comment nous faire pour nous protéger, l'IMP, résoudre un protocole que le ministère met en place. Mais aussi une partie, où nous avons bénéficiaires. Nous pouvons faire sans consultation avec les autres ONG, telles que PILS, Elle, Parapluie Rouge, et même avec NAS aussi, comment nous faire pour nous les patients. Un peu comme le Dr. Sajida dit, un flowchart que ça nous référait pour qu'il nous assure continuité de nos actions en cas avec un nouveau variant qui peut gagner, en cas si se faisait un lockdown ou si nous ne sommes pas capables d'aller au terrain. Donc, nous avons un avis en écrit qui nous fait devant une situation comme ça et il peut venir incessamment depuis avec une elle aussi qui nous peut travailler là-dedans. Nous peut essayer de planifier ça pour d'ici la fin de l'année. Et nous avons une question qui est pending depuis tout à l'heure là. Donc, est-ce qu'il y a une étude nationale sur l'impact COVID et l'adhérence traitement VIH? Nombre de patients qui ne perdent de vue. Est-ce qu'il y a une hausse, impact suivi par une femme enceinte qui peut vivre avec VIH? Et le fait qu'avant troisième dose vaccin COVID, si déconseillé avant une femme enceinte, est-ce que ça a un impact mesurable sur l'adhérence traitement de sa public là, de sa population qui peut causer là. Satyam? Yes, Doc. Casse ta question. Casse question là, elle est trop longue. Il y en a trop beaucoup. Allez, donc première question, c'est est-ce qu'il y a une étude nationale en termes statistiques sur l'impact COVID sur l'adhérence traitement VIH? L'adhérence, il reste pareil, 70%. L'adhérence au traitement. Satyam? Oui. Au fait, GPILS, on est en train de travailler sur une étude communautaire, sur la recherche communautaire EPIC, justement pour voir quel a été l'impact du COVID par rapport à nos bénéficiaires. Donc, il y a définitivement par rapport au traitement et l'adhérence par rapport à ça. Donc, ça va être inclus là-dedans. OK. Et aussi, deuxième petite question là, est-ce qu'il y a une idée nombre de pertes de vue? Est-ce qu'il y a une hausse de pertes de vue pendant la période COVID? Ben, moi, je pourrais répondre d'une autre façon. Je dire nos pourcentages d'adhérence, bonne observance, il reste toujours 70%. Et nous avons perdu de vue, il reste stable. Une partie in perdu, une partie in re-engage into care. Ça veut dire le nombre de perdus de vue là, il ne reste la même personne. OK. Et nous qualifions perdu de vue, c'est pendant 6 mois. Il finit une période de 6 mois depuis qu'il est venu de ce dernier traitement dans les cliniques du VIH. OK?
Et nous avons madame enceinte qui VIH positif, qui la plupart en groupe suivent le traitement. Nous avons perdu les toujours là-haut 95% jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant dans le programme. Mais nous avons un retard de collecter des données, vu qu'il tient un personnel qui tient le self-isolé, tout ça là, ben, d'ici décembre, nous pourrons gagner des données. D'accord, on a une question de Navini, ensuite Brigitte. Oui, merci, Satya. Au fait, moi, j'ai envie de demander, est-ce qu'il est recommandé pour une patient de VIH de servir la télémédecine? Parce que, comme on m'entendait, qu'il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas revenir parce qu'ils ont hésité, qui disent vous dire, comment vous dites. Mais est-ce que, je vais penser, la télémédecine est capable d'aider justement ou capable de faire un suivi avec ce patient-là? Ou bien c'est obligé de venir dans un rendez-vous, ne pas trop connaître comment le traitement faire. Donc, mais suggérer si capable de servir la télémédecine, justement pour être capable de toujours être en contact, parce que ça, il facilite surtout l'interaction dans le privé. Que le patient-là, il a contacté ce médecin ou bien un psychologue ou bien un ONG sous l'anonymat, tranquillement, discrètement, et en même temps, il n'est pas néglige sur la santé. Merci. C'est à moi de répondre? Oui, donc, au fait, c'est pas intéressant. Il y en a sur l'avantage, il y en a sur des avantages. Sur l'avantage, c'est que la personne, pendant le lockdown, il y a une ligne de contact, il peut causer, il peut partager sa souffrance, il est capable de partager son appréhension qu'il y a, il partage son incertitude. Disons, il est supposé à faire vaccin, il est capable de demander 1001 questions qui peut fatiguer sur la tête, qui peut stresser, qui peut empêcher de dormir. Ça, c'est sur l'avantage, il est capable de dialoguer. Comme je connais quand une personne dialogue, il sentit sa légèreté qu'il y a après ça, parce qu'il y a un récit partage, ce souffrance qu'il y sortait dans le silence. Ça, c'est sur l'avantage. Autre l'avantage, de capable de conseiller sur adhérence, de ce prise de médicaments, de ce suivi. Mais elle n'avait pas oublié la touche humaine. C'est pendant la consultation, quand la personne vient de ce docteur, ça, c'est autre chose. Ça veut dire, si une personne est stable, il y a une charge virale indétectable, il n'y a aucune les autres comorbidités qui peuvent affecter lui, il n'y a aucun souci, il est capable de porter les médecines, il gagne ce médicament. OK? Faire envoyer ce médicament, ou bien il fait quelqu'un vient prendre ce médicament, whatever, mais il continue à prendre ce médicament bien. Ça, c'est OK. Mais s'il y a une personne qui a un symptôme, et il a un besoin urgent d'être vu par le médecin, pour moi, télémédecine est dans ce limite. OK? Voilà. Tu es capable de rassurer une personne, mais seulement il faudrait la personne dit là. Ça, c'est autre chose. Quand une personne devant toi, cliniquement, tu peux trouver, tu peux examiner, tu peux palper, là, tu peux donner ce traitement qu'il a besoin. Ça, c'est autre chose. OK? Ça, télémédecine, pas pour qu'elle remplace ta contact physique qui le médecin prenant avec ce patient. Mais seulement télémédecine, il est capable de faciliter beaucoup de choses pendant un lockdown. OK? Mentalement, il peut réduire sa burden, mental burden que la personne peut sortir. Exactement. Merci, docteur. Je vous demandais si nos psychologues, là, et vous avez envie de gagner ce point de vue aussi sur ce type de traitement-là, sur la télémédecine, docteur Vijay. Monsieur Vijay. Est-ce que vos questions, c'était par rapport à télémédecine ou ça, médecin à domicile? Non, c'est télémédecine. Je voulais dire que si jamais un patient n'est pas fait récit avec tous les problèmes qu'il y a, et il est capable de servir télémédecine pour lui faire ce suivi, et est-ce qu'il est recommandé pour un cas de HIV? Écoutez, je crois qu'il est pour un cas pour HIV, pour n'importe qui pathologie, pour n'importe qui monde. Il ne faudrait pas oublier qu'un confinement, c'est une véritable agression mentale. D'ailleurs, Dr. Sajoda, là, tu peux dire, là, le parent pauvre de la prise en charge par rapport au contexte sanitaire COVID, c'est l'aspect mental. Et à l'extérieur, par exemple, en Angleterre, le très célèbre revue médicale The Lancet, il fait une étude là pour montrer qu'il impact
un confinement et la santé mentale qui nous séropositif ou pas. Maintenant, je rejoins un petit peu par rapport aux questions, je rejoins un petit peu Dr. Sajuda, c'est-à-dire que je crois que dans un confinement, rester accroché à un professionnel par téléphone, c'est une chose qui est extrêmement important parce qu'il permet de nous causer, il permet de nous évacuer, il nous pose nous bonnes questions et moi je te connais, quand nous causons, ça fait extrêmement du bien. D'ailleurs, que Pils, pardon, hein. D'ailleurs, Code Pils, nous l'a dit de Sida Info, Code Bandimoun capable de causer. Et je crois capable de causer et aussi poser bonnes questions. Et dans un deuxième temps, comme le Dr. Sajuda dit, la télémédecine est dans ce limite dans le sens qui, quand il peut cause examination médicale, examen médical, je crois que l'aspect clinique de voir est extrêmement important. Et là, nous avons besoin d'une consultation en présentiel. Ok, merci. Merci, Dr. Vitray. Yes, nous avons une question de Brigitte, suivie de Pascal et Annette. Donc, Brigitte. Moi, j'ai envie de demander Dr. Sajuda par rapport à ce qui nous a discuté la fois dernière. Il paraît qu'il y a très peu de nos patients séropositifs qui sont atteints par le COVID et que Vijay aussi une cause là que probablement il y a une relation entre les antirétroviraux et que les antirétroviraux et que le COVID et que la protection de nos patients qui se pagent avec COVID. Donc, j'ai envie de dire, c'est que le docteur Sajuda par rapport à ça, est-ce qu'il y pensait que les antirétroviraux sont en train d'aider nos patients à mieux vivre? Est-ce que nos patients pas trop à risque d'avoir le COVID? J'ai envie de vous éclairer si nous l'avons là, docteur Sajuda, s'il vous plaît. Merci Brigitte. Scientifiquement, évidence montre que les personnes vivant avec le VIH sont plus vulnérables au COVID à cause de système immunitaire qui est fragile. Premièrement. Deuxièmement, nous avons qui c'est des cas là-haut de sens, c'est un système de défense qui assez faux. S'il est dans 500, ça veut dire qu'il est presque système immunitaire comme une personne non atteinte du VIH. OK? Ben, moi, je peux dire que c'est une bonne patient informée, très informée sur le VIH lui-même, sur l'infection. Deuxièmement, c'est qu'il aide nous bonnes patients, malgré qu'évidemment, il montre qu'il peut y avoir beaucoup de morts, beaucoup de décès liés au VIH, au COVID. Parmi nous, la population vivant avec le VIH. Mais nous, les patients, ce qui m'ont remarqué, c'est quand COVID est venu, ils prennent doublement précaution. Parce qu'ils ont déjà vivre avec un virus qui est assez difficile pour accepter. OK? Quelque part, vous pensez, où les revivre ça stress-là, ils prennent toutes les précautions, ils ont besoin de mesures sanitaires, ils suivent tous les protocoles sanitaires. Qui fait qu'aujourd'hui, moins que 10 personnes vivant avec le VIH qui sont atteintes du COVID et décès avec COVID, pas parmi nos patients. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas abandonné qui sont personnes vivant avec le VIH qui mourent avec COVID. Ben, espérons que cette tendance-là comme ça même. OK? Merci, docteur. Et Pascal. Alors, bonjour, merci à tous, merci Angel pour ce super débat, hein, ce webinaire est fantastique. Moi, j'ai envie juste faire un petit rappel par rapport à Covid, justement. Donc, aujourd'hui, grâce à la Covid, bon, bien sûr, la Covid a beaucoup impacté, surtout par rapport à la vie des personnes vivant avec le VIH, mais la Covid fait aussi, c'est une opportunité pour faire évoluer beaucoup de choses. Aujourd'hui, grâce à, par exemple,
la COVID, nous sommes capables justement de connaître quand on fait un vaccin à travers le Digital Pass, par exemple. Et donc, c'est un moyen, en tout cas, c'est une super opportunité pour qu'ils nous capables demain réfléchir la digitalisation, en tout cas, justement des dossiers des patients pour pouvoir avoir un meilleur suivi des patients. Mais aussi faire en sorte que, par exemple, un dossier pas perdu, un dossier lié, l'information qui est accessible, en tout cas, qui est capable accessible on the spot et pas besoin, comment dire, puis besoin soyer dossier depuis un département jusqu'à un autre département. Nous capables aussi faire en sorte que, justement, un psychologue est capable de gagner l'information depuis une personne qui est affectée psychologiquement affectée psychologiquement par rapport à cette situation sérologique. Donc, je pense qu'en tout cas, la COVID n'a pas été juste un truc négatif, mais il y a eu beaucoup d'avancées en tout cas, surtout au niveau médical. Donc, je pense que pour nous, bonnes patients, nous commençons à réfléchir de quelle manière est-ce qu'ils nous capables justement digitalise en tout cas un dossier bonnes patients pour capable faire un suivi beaucoup plus approprié et qui, par exemple, que le ministère de la Santé, par exemple, quand on peut trouver qu'il y a un patient pas pu venir au D3 rendez-vous et un petit pop-up, je ne sais pas, je réfléchis à un petit pop-up qui apparaît pour dire hey, il y a un dimanche qui peut venir et voilà, et on fait en sorte de retrouver cette personne pour savoir quel est le problème, pourquoi cette personne ne vient pas, etc. etc. Donc, voilà, je voulais juste partager ça un petit coup. Et peut-être avoir l'avis du docteur Sodjuda, mais aussi les autres stakeholders par rapport à ça aujourd'hui. Merci Pascal. Merci Pascal. Vous allez blâmer là? Non, capable de causer, docteur. Bon, ça va causer, yes. Nous pouvons revoir le système de rendez-vous. Nos rendez-vous, c'est que nous finissons de discuter avec Dr. Ouden, nous cahiers d'appointment. Nous pouvons mettre à jour, mais c'est même un patient qui peut venir, nous besoin un show qui nous est dans la liste de patients qui peuvent venir, nous un show qui within 1 or 2 days nous rappelle eux. Si vous avez un petit souci qu'ils ne sont pas capables d'atteindre, nous donnons un petit temps d'une semaine. Si vous n'êtes toujours pas venir, là nous prenons une action un petit peu plus, soit nous contacter une ONG, nous prenons une action nécessaire pour qu'ils nous ensure que la personne gagne ce médicament. Et il y a des difficultés. Nous n'avons pas besoin d'attendre 6 mois. Là, nous disons, ça patient a vite perdu de vue. OK? Ça, c'est un. Deuxièmement, si il y a une difficulté pour une cesse médicaments, nous commençons de. Bien sûr, il dépend de l'ONU stock de médicaments, mais bon, rassurez-vous qu'il nous stocke une rentrée, mais tout doucement, nous pouvons commencer de une bonne personne qui, cette charge virale est indétectable, c'est stable, c'est bien adhérent, nous pouvons commencer de un minimum de 3 mois. 3 mois de médicaments. Mais sinon, nous besoin, le patient a un rôle à jouer, il un chose qu'il n'est pas perdu ce médicament. OK? Ça peut diminuer un petit peu nous avons perdu de vue parce que chaque mois pour la personne 26 médicaments, ça aussi est assez lourd pour la personne. Il prend un jour s'il travaille, un jour congé. Ben, nous pouvons une petite astuce pour que nous améliorions nos systèmes de suivi et nous avons rendez-vous. Aussi, il y a une autre chose qui me tient à partager. Le samedi, nous pouvons ouvrir une petite clinique à l'hôpital de Djitou pour nous attirer une personne qui est perdue de vue ou bien aussi pas perdue de vue, mais j'ai envie de venir à l'hôpital un petit peu, ceux qui ne sont pas trop contents à le ou bien dans un daycare center, de venir à l'hôpital tranquille et dans un petit cubique, nous rodons dans un sauteur, nous pas encore très bien établi, mais il commence naissance. Dit là, sa clinique-là, OK? Ça, c'est le samedi entre 9h à 11h30. Nous pouvons toujours travailler dedans, mais il peut marcher. Surtout énormément de personnes qui partent à vol pour une raison, et dans différentes raisons.
Et aussi, une affaire qui multipliait dire l'impact de COVID, c'est, pas là, est-ce qu'il nous cause le gender-based violence, violence sur les femmes ou bien les jeunes filles? Je ne connais pas si tu abordes ce sujet-là, mais la violence, il a augmenté, hein, que ce soit verbal, que ce soit physique, pendant le COVID, OK? Parce que la femme, surtout, les trouve une proie assez facile en fait pour ce bonhomme ou bien le monsieur les trouve parce qu'il pas oublier dans gender-based violence ban homme si puis dans ban homme battu que ce soit homme battu ou femme battue mais violence a augmenté ça c'est global partout et aussi on a fait oublier quand on dit l'impact du Covid n'oubliez que ça l'aspect le personnel soignant hein. La fatigue, le burn-out, ça a aussi existé. Vous ne connaissez sa plateforme-là, là, pour nous partager un petit peu, mais vous pouvez dire, un petit rappel, OK? Merci, Dr. Sajida. Oui, et effectivement, tu as là, nous cause un petit peu de la santé mentale avec l'impact COVID, le travail social aussi. Et merci, on refait un petit rappel par rapport à ça. Et nous arrivons presque à terme du webinaire aujourd'hui. Donc, nous avons des questions pour Annette, une lève la main et nous avons une question de Rajeshri de Simfinance. Donc, je me laisse la parole à Annette et puis nous prenons une dernière question de Rajeshri. Oui, juste un petit commentaire. En fait, c'était par rapport à cette collaboration nationale. Je pense que c'est juste important que pour ceux qui ne sont pas dans le monde du VIH ici présent, que ce qui fait un des forces de la réponse du VIH aujourd'hui, c'est vraiment le développement communautaire. Et dans le développement communautaire, même si on travaille encore dessus pour le renforcer, ce concept-là, c'est vraiment ce qui fait la force, c'est l'intégration des peer éducateurs qu'il faut vraiment féliciter pour le travail qu'ils font parce que c'est vraiment ces perspectives variées qui nous permettent d'avoir une réponse et un concept au niveau de nos programmes et des services qui sont beaucoup plus appropriés par rapport aux besoins de nos bénéficiaires. Donc, merci et félicitations à tous les PS. Merci, Annette. Et il y a une question de Rajeshri. Donc, c'est vraiment pour savoir, en termes de panier alimentaire, donation d'André, donc, et des vêtements chauds, comment ban ONG n'a sur ça à ban SDF pendant la période COVID? Brigitte, tu vas répondre à ça? Je peux essayer de répondre, mais on n'a pas vraiment travaillé avec les SDF. On s'est beaucoup concentré sur les bénéficiaires que nous suivons et qui avaient des besoins urgents. Donc, je pense que c'est Ragini, la Casa, qui s'est vraiment concentré sur les personnes qui dormaient dans la rue. Mais je ne peux vraiment pas vous dire, je ne peux vraiment pas vous donner une réponse par rapport à ça. Moi, j'avais... Pardon. OK. Pardon. Est-ce que je pourrais continuer? Oui, Brigitte, c'est sûr. Oui, je voulais juste ajouter par rapport à ce que Annette vient de dire. Nous avons, dans le cadre du World AIDS Day, fait une vidéo pour vraiment valoriser le travail des pères éducateurs sur le terrain. Donc, si nous n'avions pas de pères éducateurs, le travail ne serait pas fait comme il est fait actuellement. Donc, juste pour rendre hommage à ces pères éducateurs et pour les laisser donner de la voix, nous avons fait une vidéo et une campagne photo qui sortira sur la page de Elle cet après-midi. Merci, je voulais passer. Merci Brigitte. Et juste pour ajouter dans ce que Brigitte dit, un travail ban éducateur, un travail ban activiste, tout ban du monde de ONG, c'est un travail extrêmement important qui même Dr. Sajida aussi dit qui avec nous l'aide, nous sommes capables tous beaucoup de monde et au niveau aussi, nous avons une vidéo qui peut sortir d'ici 16 heures, la page collective Urgence Toxida qui cause un peu l'enquête
ban ONG, elle, PIL, c'est tout, comment nous assurons un service pendant le COVID et qui nous besoin vraiment considérer comme un service essentiel qui peut offrir un service pendant sa période de confinement là, un service vraiment essentiel qui peut aider à réduire la transmission VIH dans la communauté. Et nous passons à la dernière question qui tient là. Donc, est-ce qu'il y a une ONG qui peut travailler dans la lutte? Nous avons une full picture, non l'adresse des gens qui vivent avec VIH dans Maurice. Donc, peut-être juste pour répondre à ça, comment tu allais là, nous peux dire, nous avons beaucoup de pertes de vue, nous avons beaucoup de problèmes, le système qui nous peut travailler, nous avons la liste, nous avons bénéficiaires, mais pas forcément lié à la liste collective. ONG, je pense que ça connaît la liste, mais c'est pas un truc assez confidentiel, nous pas pour divulguer qui dit monde peut vivre avec VIH, qui dit monde ça, nous faire un référent. Nous faire un référent, mais pas forcément nous faire connaître qui dit monde peut vivre avec VIH. Donc, ça, ONG, n'a sur la liste qui est assez confidentielle. Probablement, si Brigitte ou Annette, on vient ajouter là-dedans. Vous pensez aussi que chaque ONG a sa spécificité et a son bon service qu'il y offert et que forcément, un ONG est capable d'utiliser un service de CUT, il est capable d'utiliser un service de PIS, mais il est capable aussi d'utiliser un service de L. Donc, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque ONG a sa bonne spécificité, un service qui est offert. Donc, nous sommes capables d'avoir tous les trois même bénéficiaires. Et par contre, comment un doublon, si libéraux d'un service de Needle Exchange Programme, CUT, et libéraux d'un service de légal, allons dire, chez Annette, chez Peers, et que nous, Living Road, un service d'accompagnement. C'est pas vraiment le même service qu'il peut gagner partout. Voilà. Exactement. Donc, on va enregistrer dans 3 ONG. Oui. Et puis, l'important, c'est cette continuité, cette complémentarité, au fait, justement pour s'assurer, pour donner l'appui nécessaire pour que, justement, on ne perd pas les bénéficiaires dans le système. Voilà, justement. Merci Annette, me trouve Dr. Sajeda. Il lève la main, donc, pour un dernier intervenant. Yes. Merci Satyam pour demander une petite affaire à partager. C'est que je suis content qu'il y ait un élan de collaboration, de compassion, de partage qui nous fait qui est augmenté pendant le COVID, il est resté. Ce n'est pas seulement une crise, comment tu dis ça, une crise sanitaire qui fait nous rappel nous côté humanitaire qui nous est là. Ça c'est une. Mais une leçon qui moi personnellement me tirait, c'est quand je pensais, une personne disons besoin un paquet de gilet, une bouteille d'huile, des petits boîtes de conserve. Ben c'est moi quand à l'autre terrain, ben dis-moi là, j'ai besoin différents. Ça veut dire une leçon à tirer, c'est nous avons besoin des personnes qui en ont besoin. Tu comprends? J'ai besoin et que ce qui nous pensons, j'ai besoin est bien différent. Ben ça c'est une leçon qui m'a tiré. Pour moi personnellement, ben c'est ça que je me envie de partager. Je ne sais pas si je comprends moi qui me le dit. Si, juste pour faire un petit résumé de ce qui Dr. Sajeda peut dire, c'est qu'il nous pas besoin d'arrêter la collaboration qui est là, parce que justement, collaboration là, montre nous qui ensemble, nous capables de faire beaucoup plus pour nos bénéficiaires, pour les gens qui peuvent vivre avec VIH, ou même les autres gens de la population prioritaire. Et même après COVID, nous pas comme étant COVID pour là, mais nous devons continuer ça solidairement pour nous avoir une réponse nationale au VIH. Donc, pour ma part, je laisse la parole à Navini qui pour faire un petit vote of thanks. Mais merci à Angel qui nous donne sa plateforme là pour expliquer un peu qui nous peut faire dans la lutte VIH. Merci beaucoup, Satya. Merci à tous les intervenants. Vous pensez ça webinaire là, pour un impact positif pour la société. Et je suis capable de partager comment vous pouvez nous recorder ça webinaire là. Donc, l'information qui nous gagne là-dedans, c'est une information clé des bandes professionnels qui me remercient du fond du cœur. Et sans être capable de partager ça avec les bénéficiaires,
En même temps, moi, invite tout, rentre l'eau en Angel, enregistrer eux, joignez-nous, donne-nous un petit coup de main. Et de là, nous sommes capables de faire des affaires pareilles, comment nous psychologues causer, nous docteurs causer qui le COVID a affecté aussi la santé mentale. Donc, pourquoi pas nous faire un autre webinaire sur la santé mentale, que nous invite des ONG, des docteurs, des professionnels, nous causons là pour capable aider la population. Donc, l'idée d'un Angel, c'est justement d'aider tout un chacun, tout le monde capable de faire il n'est pas nécessairement quand nous besoin d'aide, c'est par l'argent. Pour avoir une action pareille, nous sommes capables d'aider du monde, nous pouvons faire un webinaire, pour aider du monde, car réfléchir, et un chemin à sortir. Et nous besoin positif. Et définitivement, après ce qui me comprend, ce qui comme on finit, écoute tout mon intervenant, qui même le sida, si nous pouvons faire le traitement qui besoin, ben, le patient, il est on the safe side. Ne pas dire qu'il pour guérir, mais quand même, il est capable de gagner la vie pareil comme tout le monde. Et merci beaucoup. Si y a quelqu'un envie d'ajouter quelque chose, capable d'ajouter. Sinon, je réintégrer l'appel pour demander de joindre la plateforme d'Angel. Il crée justement pour aider les NGOs, pour aider les volontaires, pour aider les sponsors qui ont envie de donner un coup de main. Ben, nous besoin aider pour nous capables d'aider la population. Merci beaucoup. Merci. Merci, Navini. Merci à vous. L'opportunité. Allez, bye-bye. Merci, Navini. Bye, tout le monde. Oubliez de remercier la presse qui me trouve parmi nos participants. Et tous les participants qui là, sans distinction, merci beaucoup qu'ils ont rejoint nous. Et surtout, toute l'équipe d'Angel au bureau et nous patrons, M. Tony. OK? Merci. Allez, bye-bye. À la prochaine. Merci. Bye-bye. Bye bye. Bye bye. Bye à tout le monde.